Michel Kouka, alias Lumumba Veya, en route vers Kinshasa après un séjour historique au Maroc. Le célèbre supporter congolais Michel Kouka, plus connu sous le surnom de Lumumba Veya, est actuellement en route vers Kinshasa après un séjour mémorable au Maroc marqué par une série de moments d'honneur et de reconnaissance lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Sur ses réseaux sociaux, il a publié un message simple mais chargé d'émotion. Merci Maroc, en route pour Kinshasa Lumumba Veya, exprimant sa gratitude envers le pays hôte et les supporters rencontrés durant sa présence dans le stade. Michel Kouka s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la compétition, non pas par une performance sportive, mais par un hommage vivant et silencieux à Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout au long du tournoi, il a attiré l'attention par sa posture singulière, debout, immobile, bras droit levé vers le ciel, mimant fidèlement la statue du leader de l'indépendantiste érigé à Kinshasa et captivant les caméras et les réseaux sociaux. Cette attitude symbolique n'était pas simplement un acte de soutien à l'équipe nationale, les léopards, mais aussi une démarche patriotique et culturelle profondément inspirée par l'histoire nationale congolaise. Kouka a expliqué qu'il est resté figé pour donner de la force à l'équipe et transmettre de l'énergie aux joueurs, transformant son geste en message universel de dignité et de détermination. Au Maroc, cette présence a transcendé les cadres strictement sportifs. La Fédération royale marocaine de football lui a rendu un hommage chaleureux, reconnaissant l'impact de son geste sur l'ambiance générale du tournoi et salua sa contribution unique à la fête du football africain. L'un des temps forts de cette reconnaissance est venu de la Fédération algérienne de football qui a rendu un hommage à Lumumba Veya malgré la rivalité sportive entre la RDC et l'Algérie. Il a tenu à rendre hommage à l'illustre Lumumba justement et le personnage qu'il représente. C'est bravo. Il connaît la nature des relations entre l'Algérie et le Congo, donc on a voulu l'honorer. On aurait voulu aussi, après le match, le ramener dans le vestiaire. Question de protocole, c'est pas possible, donc on a tenu à lui rendre hommage pour tout ce qu'il apporte au football africain, aussi l'image qu'il apporte, et aussi évidemment le personnage qu'il incarne. C'est un personnage assez... Avant même la polémique qui a suivi, la Fédération algérienne de football a officiellement honoré les supporters pour sa passion et son dévouement, notamment en lui offrant un maillot personnalisé floqué de son nom et de son surnom en présence du ministre congolais des Sports Didier Bidimbu. Cette distinction est intervenue dans un contexte particulier. Lors du match de 8e de finale face à l'Algérie, la RDC a été éliminée par 1-0 après prolongation malgré l'énergie visible de ses joueurs et de ses supporters. Michel Kouka, immobile depuis le début du tournoi, totalisant plus de 438 minutes debout dans les tribunes, est devenu une icône médiatique et culturelle, symbole du courage et de ferveur patriotique. La rencontre a également été marquée par un moment de tension lorsque le joueur algérien Mohamed Amoura, dans un geste euphorie mal compris, a imité la pose de Lumumba Veya après le but de la victoire. L'incident a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux et a conduit à des excuses plutôt publiques de la part d'Amoura qui a expliqué qu'il n'était pas conscient de la portée symbolique de la posture de Kouka. Aujourd'hui, alors qu'il rentre à Kinshasa, Michel Kouka laisse derrière lui un héritage fort, celui d'un supporter qui, par sa singularité, a rappelé au monde l'importance de l'histoire, de l'identité et de la fierté culturelle à travers le sport. Si le Rwanda veut la guerre, il va l'obtenir. Adolphe Muzito affirme sa détermination face aux tensions régionales. Dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, et alors que le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo stagne, Adolphe Muzito, vice-premier ministre en charge du budget, a lancé un avertissement ferme au Rwanda. Déjà, sur les 5 prochaines années, nous pouvons dégager 5 milliards pour financer la guerre si Kagame ne veut pas de la paix que nous préconisons. Le président Tshisekedi ainsi que ce premier ministre se battent beaucoup.
Cette déclaration, faite lors d'un entretien avec France 24, marque une étape importante dans le discours politique congolais sur la question de la sécurité nationale. Muzito a souligné que le gouvernement congolais a prévu une enveloppe de 5 milliards de dollars sur 5 ans destinée à renforcer la capacité de l'armée nationale. Un investissement qu'il qualifie de préparation nécessaire face aux menaces extérieures, particulièrement celles liées aux groupes rebelles opérant dans l'est du pays. Ces groupes, dont les M23, sont régulièrement accusés par Kinshasa d'être soutenus par Kigali, bien que ces derniers demandent toute implication directe. Le contexte de ces déclarations est crucial. Le 4 décembre, un accord de paix a été signé à Washington entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame sous l'égide de l'administration américaine. Malgré cela, les combats se poursuivent sur les terrains, ce qui alimente susceptisme et inquiétude à Kinshasa quant à l'application effective de cet accord. Pour Muzito, la voie diplomatique demeure la première option du président Tshisekedi. Mais nous ne sommes pas naïfs, a-t-il déclaré, rappelant que la RDC se doit être prête à toute éventualité si le Rwanda ne respecte pas ses engagements. Cette double approche diplomatique sur la scène internationale et ferme sur le plan de la défense traduit la complexité de la crise et la volonté du gouvernement congolais d'affirmer sa souveraineté. Le vice-premier ministre a également abordé la question d'un accord minier en négociation avec les États-Unis, soulignant que les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent en matière d'exploitation des ressources du pays. En effet, la RDC possède des réserves majeures de cobalt, coltan et d'autres minéraux stratégiques qui attirent depuis longtemps l'intérêt de puissances étrangères. Muzito a rejeté l'idée que cet accord puisse conduire à un pillage des ressources congolaises et a plaidé pour un partenariat dit win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, qui respecte les intérêts nationaux. Cette fermeté intervient alors que Kinshasa recherche à équilibrer relations diplomatiques, investissements étrangers et sécurité intérieure. L'accord de paix signé à Washington comporte, outre des engagements en matière de cessez-le-feu, une composante économique qui vise à renforcer la coopération entre la RDC et les États-Unis. Toutefois, les détails de cet accord ne sont pas encore pleinement divulgués et Muzito a indiqué qu'il serait rendu public une fois finalisé, tout en insistant sur la nécessité de préserver la souveraineté congolaise. Les réactions à ces déclarations sont variées. Pour certains observateurs, cette mise en garde reflète la détermination de Kinshasa à défendre son intégrité territoriale face à ce qui est perçu comme une menace extérieure permanente. Pour d'autres, elle illustre le défi persistant de la région de Grand Lac, marquée par des conflits récurrents, des intérêts géopolitiques croisés et des enjeux économiques considérables. Bonne nouvelle, le journaliste John Kabamba recouvre sa liberté après 3 semaines de détention. Une nouvelle soulageante a été annoncée dans la soirée. Le journaliste congolais John Kabamba a été libéré après 3 semaines de détention selon les sources proches de la famille. Il aurait regagné le sien dans la nuit, suscitant joie et soulagement parmi ses proches et ses défenseurs de la liberté de presse à travers la République démocratique du Congo. John Kabamba, reconnu pour son travail dans le média congolais, avait disparu depuis la mi-décembre 2025 après la diffusion d'une émission controversée intitulée Le Peuple parle. Dans cette émission, il avait donné la parole à un invité controversé, ce qui avait entraîné des accusations de manquements professionnels de la part des autorités de médias. Peu après, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC avait décidé de la suspendre pour 90 jours de toute activité médiatique, une sanction qui avait été vivement critiquée par des organisations de presse et de la défense des libertés publiques. La disparition de Kabamba avait suscité une grande inquiétude au sein de la communauté journalistique et parmi les défenseurs des droits humains. Des organisations internationales telles que le Committee to Protect Journalists, CPJ en sigle, avaient appelé les autorités congolaises à localiser les journalistes et à assurer sa sécurité, qualifiant sa situation de grave et préoccupante pour la liberté d'expression dans les pays. Committee to Protect Journalists,
Selon les informations diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par le média locaux, c'est dans un lieu tenu secret que Kabamba avait été retenu. Sa communication avec sa famille ni accès public à des informations sur son état de santé ou les raisons plutôt exactes de sa détention. Cette absence d'informations avait profondément alarmé proches, collègues et observateurs qui craignaient pour sa sécurité. La libération de John Kabamba est donc perçue comme une victoire pour la liberté de la presse, pour des droits fondamentaux, dans un contexte où les journalistes congolais opèrent souvent sous pression entre risques d'intimidation, sanctions administratives et incertitudes juridiques. En RDC, plusieurs journalistes ont déjà été confrontés à des détentions, menaces ou procédures judiciaires liées à leur travail d'investigation ou des commentaires soulignant un climat parfois difficile pour l'exercice professionnel du journalisme. Dans la nuit de sa libération, des proches ont exprimé leur soulagement et leur reconnaissance aux personnes et organisations ayant suivi son cas et plaidé pour sa remise en liberté. La communauté journalistique congolaise et plusieurs organisations internationales devraient publier prochainement des réactions officielles, tandis que des acteurs de la société civile pourraient demander plus de transparence sur la circonstance de détention. Ces cas mettent en lumière de défis persistants auxquels sont confrontés les professionnels de médias dans l'exercice de leur métier, en particulier dans un environnement public et sécuritaire complexe. À Kinshasa, début du procès des présumés Kuluna interpellés grâce à l'opération Ndobo au camp Kabila. La justice congolaise a ouvert ce jeudi 8 janvier le procès de présumés bandits urbains communément appelés Kuluna, arrêtés dans le cadre de l'opération de grande envergure Ndobo initiée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur Jacques-Mene Chabani. Ces individus sont poursuivis pour notamment association de malfaiteurs, vol à main armée, extorsion et troubles à l'ordre public, de faits qui ont longtemps sémé la terreur au sein de plusieurs quartiers de la capitale. Le tribunal procède à l'identification de ces accusés et à la lecture de chefs d'accusation. Cette première audience se tient en présence du VPN de l'intérieur Jacques-Mene Chabani et celui de la justice Guillaume Ngefa qui tiennent à donner un signal fort dans la lutte contre le phénomène Kuluna. L'opération Ndobo, lancée pour restaurer l'autorité de l'État et garantir la sécurité des populations, a permis l'arrestation de centaines de suspects à la suite des patrouilles ciblées et des bouclages opérés par des forces de sécurité. Selon les autorités, cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la criminalité urbaine et l'insécurité grandissante. Washington se retire des dizaines d'organisations internationales, un tournant majeur de la diplomatie américaine. Les États-Unis ont officiellement annoncé leur décision de se retirer d'au moins 66 organisations internationales, une mesure qui marque un changement profond dans leur approche de la coopération multilatérale. Cette annonce rendue publique début janvier 2026 par l'administration américaine concerne plusieurs institutions clés œuvrant dans les domaines du climat, de la santé, du développement, des droits humains et de la gouvernance mondiale. Selon les responsables à Washington, cette décision s'inscrit dans une volonté de réévaluer les engagements internationaux jugés coûteux ou contraires aux intérêts nationaux américains. L'administration affirme vouloir recentrer les ressources financières et diplomatiques sur les partenariats bilatéraux jugés plus efficaces tout en renforçant la souveraineté des États-Unis dans la prise de décisions stratégiques. Parmi les organisations concernées figurent plusieurs agences liées à la lutte contre le changement climatique, à la coopération environnementale et à certains programmes de développement. Des institutions associées à la santé mondiale, à l'aide humanitaire et à la recherche scientifique internationale sont également touchées. Si Washington précise que certains retraits seront progressifs, d'autres prendront effet de manière quasi immédiate. Cette annonce a suscité de vives réactions sur la scène internationale. De nombreux alliés traditionnels des États-Unis, notamment en Europe, ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme un affaiblissement du système multilatéral. Des diplomates européens estiment que l'absence américaine dans ces organisations pourrait ralentir la coordination internationale face à des défis globaux tels que les réchauffements climatiques, les pandémies ou les crises humanitaires.
Les Nations Unies et plusieurs ONG internationales ont également réagi, soulignant les rôles historiques des États-Unis dans la construction et le financement des institutions multilatérales depuis la Seconde Guerre mondiale. Les retraits américains risquent de créer un vide politique et financier difficile à combler, a déclaré un haut responsable onusien appelant Washington à reconsidérer sa position. Sur le plan intérieur, la décision divise profondément la classe politique américaine. Le partisan du retrait salue une mesure qu'il juge nécessaire pour réduire les dépenses publiques et limiter l'influence d'organisations internationales perçues comme inefficaces. À l'inverse, le critique dénonce un repli diplomatique qui pourrait isoler les États-Unis et réduire leur influence mondiale au profit d'autres puissances, notamment la Chine et la Russie. Les experts en relations internationales estiment que les conséquences de ces retraits se feront sentir à moyen et en long terme. Certains pays pourraient rechercher à renforcer des alliances régionales ou à réorganiser la gouvernance de certaines institutions sans la participation américaine. D'autres redoutent une fragmentation accrue de la coopération mondiale dans un contexte déjà marqué par des tensions géopolitiques croissantes. Alors que le monde fait face à des défis transnationaux majeurs, cette décision américaine ouvre une nouvelle phase d'incertitude pour l'ordre national. Reste à savoir si Washington maintiendra cette ligne durablement ou si des ajustements seront opérés sous la pression diplomatique et économique de ses partenaires.